On trouve ainsi des recettes aussi variées que surprenantes, comme des ramen à la bolognaise, au kimchi ou au curry. Dans les ramen vendus en Europe, on a raccourci la longueur des nouilles pour que le consommateur puisse les manger avec une cuillère. Symbole de la créativité japonaise, les variantes sont sans limite. On peut même déguster un bol de nouilles en état d'apesanteur. En effet, voici les ramen de l'espace, inventés en l'honneur de l'astronaute Soichi Noguchi à l'occasion de son voyage dans la navette spatiale Discovery. En apesanteur, les ingrédients s'envolaient dans tous les sens. On a donc imaginé une recette avec des nouilles moins souples et un bouillon plus épais. Ça permet aux astronautes de déguster leur ramen à la fourchette. Les ramen sont plébiscités par les Japonais. Variés à l'extrême, ils attirent des amateurs de tous les horizons. Tout le monde mange des ramen. Les cadres, les ouvriers, les étudiants, les enfants. Il y aurait beaucoup de choses à en dire, car c'est le plat démocratique par excellence. Un homme est même venu de l'autre bout du monde pour explorer le ramen sous toutes ses coutures. Ivan Orkin est le premier cuisinier américain à avoir ouvert un restaurant de ramen dans la banlieue de Tokyo. Une bande dessinée japonaise l'a même immortalisé sous les traits d'une sorte de super-héros culinaire. Pour un occidental, se faire un nom dans la gastronomie japonaise relève presque du miracle. C'était plutôt angoissant. Je voulais servir des ramen aux amateurs les plus exigeants de la planète sur leur propre territoire. C'était de la folie. Je n'y connaissais rien, j'ai dû tout apprendre sur le tas. J'ai été obligé de faire mes preuves, parce qu'à l'origine, j'étais juste un Américain qui avait l'audace d'ouvrir un restaurant de ramen à 2 pas de Tokyo. Logiquement, j'aurais dû me planter. Ivan Orkin est loin d'être un débutant. Après avoir fréquenté le célèbre Culinary Institute of America, il a poursuivi sa formation aux côtés de plusieurs grands chefs, comme André Soltner et Bobby Flay. Imprégné de culture occidentale, son approche est forcément différente de celle des cuisiniers japonais. Il a eu l'idée, par exemple, d'utiliser des tomates rôties au four pour garnir ses nouilles. Quand je me suis installé, on m'a dit « tu n'auras pas besoin de four ». Mais j'en ai voulu un quand même. Parce que c'est comme ça que j'ai appris à cuisiner et c'est comme ça que je fonctionne. J'ajoute un peu de shio, un peu de taré pour relever le goût et un peu d'huile, c'est indispensable. Ivan Orkin n'hésite pas à bousculer les recettes traditionnelles, mais son but est toujours le même, servir des ramen aux saveurs authentiques. Depuis son arrivée au Japon, il lutte d'arrache-pied pour prouver qu'il est autre chose qu'un Américain perdu dans une cuisine japonaise. Terminé. J'avais peur de ne pas être pris au sérieux parce que j'étais américain. Je ne voulais surtout pas servir un plat qui ressemblerait à une version américaine du ramen. Je savais qu'on m'attendait au tournant et qu'on risquait de me dire « c'est très bon, mais ce n'est pas un vrai ramen ». Après des années de préparation, il ouvre son premier restaurant dans la banlieue de Tokyo et il croise les doigts. Ce sont des amis qui m'ont fait découvrir ce resto. Aujourd'hui, j'ai mangé un ramen au shoyu. C'était très rafraîchissant. Ces ramen sont vraiment délicieux. Ivan Orkin a beau être occidental, il cuisine avec la même passion que ses confrères japonais.
À mon avis, mon restaurant a du succès avant tout parce que je cuisine avec amour. C'est le secret de tous les grands chefs. Ça fait la différence entre une gargote et un établissement de qualité. Temps de cuisson 46 secondes. J'ai essayé 47 et aussi 45, mais l'idéal c'est 46. Dans les villes japonaises, l'heure de pointe est un véritable phénomène culturel. Tous les jours, près de 3 millions de personnes rejoignent Tokyo par le train. En moyenne, chaque voyageur passe plus d'1 heure dans les rames bondées des transports en commun. C'est une corvée quotidienne, typique des banlieues japonaises. Il existe toutefois un objet culinaire insolite qui rend ces trajets un peu moins pénibles. Le bento. C'est une tradition plutôt récente au Japon. Les ekibento sont des boîtes à déjeuner toutes prêtes qu'on achète dans les gares et qu'on déguste dans le train. Certains voyageurs font même un détour pour passer dans les stations qui vendent les meilleurs bento. Pour les Japonais, les bento sont indissociables des voyages en train. Aujourd'hui, j'ai choisi un bento au riz et au bœuf. Il avait l'air vraiment appétissant. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je prends le train, j'ai envie de manger un ekibento. En plus, il y a beaucoup de choix. C'est amusant. À chaque trajet, j'en achète un. Ce phénomène culinaire est même au centre d'une série de mangas où le héros voyage à travers tout le Japon pour goûter les bento des différentes gares. Passer le temps en mangeant est devenu une tradition ferroviaire à part entière. Apparemment, ce bento a gagné un grand prix national. En tout cas, il est délicieux. Plus qu'un simple plat à emporter, le bento peut avoir une signification plus profonde. Le Haijo Bento, ou bento de l'amour, est celui qu'on prépare soi-même pour un être aimé, son conjoint, son enfant, ou même un amoureux du lycée. Ce petit repas fait maison exprime toute l'affection que l'on porte à son destinataire. C'est du poivron? C'est ça? Tu veux du potiron? Du saumon? Les boulettes de riz, c'est ce qu'il préfère. Depuis que je suis maman, j'utilise des ingrédients sans conservateur. J'aime bien cuisiner, alors je prépare souvent mes propres bento. Le bento fait maison est un objet culinaire très particulier. Il fait partie de la vie quotidienne des enfants et incarne pour eux la tendresse de leur mère. Celle-ci fait souvent beaucoup d'efforts pour préparer le meilleur bento possible. Il est le symbole même de l'amour maternel. Tous les jours, Nao Matsui prépare les bento de sa famille. Depuis leur plus tendre enfance, ces 5 enfants dégustent chaque midi un repas confectionné le matin même. Avant de partir au travail, Nao Matsui dispose d'une petite demi-heure pour cuisiner 7 déjeuners. Depuis 20 ans qu'elle officie dans sa cuisine, elle a peaufiné son savoir-faire avec l'aide de sa propre mère. Tu veux que je te prépare combien de boulettes de riz?
La famille consomme 30 kilos de riz par mois. Le frigo et les placards sont toujours pleins à craquer. À l'heure où les plats cuisinés envahissent les rayons des supermarchés, Nao Matsui prend le temps chaque jour de cuisiner des produits frais. Car le rôle du bento n'est pas seulement de remplir l'estomac, il doit aussi ravir les sens. Les couleurs doivent être appétissantes. On met de l'œuf pour avoir du jaune, des carottes pour l'orange, des légumes pour le vert et des aliments cuits pour le marron. Comme dans tous les domaines de la gastronomie japonaise, le perfectionnisme est de mise. Tout le monde est logé à la même enseigne, les mères de famille comme les grands chefs. Le terme kodawari s'applique à tous les niveaux de la cuisine japonaise. Quand on prépare un bento, chaque compartiment de la boîte doit être parfaitement agencé. Même les aliments cachés au fond doivent être impeccables. Cette minutie s'applique même au bento des supermarchés. Dans les cuisines industrielles comme dans les maisons, le kodawari règne en maître. Ça y est, on a enfin terminé. Au Japon, même le déjeuner de tous les jours est empreint de tradition. Préparé avec dévouement et avec soin, le bento s'affirme comme le symbole comestible des grandes valeurs japonaises. Ces artisans passent leur journée à créer des objets culinaires de toute beauté. Cette crème glacée ne fondra jamais. Contrairement aux apparences, ils ne travaillent pas dans une cuisine comme les autres. On m'a dit qu'il était grandeur nature, mais j'ai du mal à croire qu'il en existe d'aussi gros. Ici, toute la nourriture est en plastique. Les restaurateurs utilisent ces objets pour décorer leur établissement, mais certains collectionneurs en raffolent aussi. Les moules sont confectionnés avec de véritables ingrédients et le résultat est surprenant de réalisme. Même si leurs œuvres ne sont pas comestibles, ces artistes semblent toujours en quête de perfection. Voici un morceau de fausse viande. Tous les motifs sont dessinés à la main. On utilise un pinceau pour le gras et une pique de bambou pour les lignes plus fines. L'illusion est parfaite. Cette viande factice s'inspire d'un ingrédient japonais exceptionnel, célèbre dans le monde entier, le bœuf wagyu. C'est absolument délicieux et typiquement japonais. L'équilibre entre le gras et les fibres plus maigres est d'une rare subtilité. Le wagyu fond littéralement dans la bouche et son goût est sublime. À mes yeux, cette viande incarne à la perfection le kodawari japonais. Le terme wagyu signifie bœuf du Japon. Il désigne une race de bovins très appréciée des gastronomes. Génétiquement sélectionnés pour leur viande savoureuse, ces animaux sont les emblèmes de la campagne japonaise. Autrefois, le bœuf était traité comme un animal de compagnie. Au printemps, il labourait les champs et à l'automne, il transportait le riz. Il était proche de l'homme et partageait la vie de toute la famille. Une loi bouddhiste a longtemps interdit aux Japonais de manger de la viande. Elle a été abrogée lors de la restauration de Meiji au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Pendant très longtemps, les Japonais n'ont pas eu le droit de manger du bœuf. Paradoxalement, ils produisent aujourd'hui la meilleure viande bovine du monde. Située dans la préfecture de Gifu, la petite ville de Ida vit au rythme du bétail.